Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous demeurez l'un des chanteurs les plus discrets et les plus récompensés de votre génération. On ne compte plus les prix que vous avez reçus, mais quand on aime, on ne compte pas. Sauf peut-être quand il s'agit de gagner. Gagner à être connu autant que reconnu, ce que vous méritez largement. Bonjour Romain Didier. Bonjour Jacques. Alors on vous retrouve aujourd'hui, vous étiez déjà venu dans les clés d'une vie voici 3 ans pour votre dernier album. Et puis un hommage à Alain Leprest. Et là il y a un nouvel album qui s'appelle La buée des miroirs. Donc on va l'évoquer tout à l'heure bien sûr. Mais selon le principe des clés d'une vie, on va d'abord évoquer votre parcours à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, alors, je crois que c'est votre seule télévision en famille, le 28 mai 1984. Vous êtes dans le grand échiquier de Jacques Chancel, le vrai, pas celui d'aujourd'hui, et vous chantez ceci. C'est une terre, une cité guerrière, si fragile. Et vous êtes seul au piano au milieu de 166 musiciens de l'orchestre philharmonique de l'Institut Curtis de Philadelphie. Vous vous en souvenez ? Oui, très bien. Oui. Et ce jour-là, non seulement vous êtes au piano, mais il y a quelqu'un qui vous écoute à côté, c'est votre père Pierre Petit. Oui, alors c'est le hasard du calendrier, parce que c'était enfin le hasard, ou alors c'est lui qui avait fait les choses, mais Jacques Chancel m'avait déjà invité avant, enfin il avait la gentillesse de s'intéresser à mon travail, Oui. Et on s'est retrouvés donc avec mon père, à ce moment-là, je me souviens très bien. Oui, et d'ailleurs, votre père, qui a quand même été Grand Prix de Rome en 63, il a été directeur de l'école normale de musique de 63 à sa disparition. C'est quand même une performance, c'est un record, je crois, Je crois, oui. Et cette école, je ne sais pas si beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent la connaissent, c'est une école privée créée par Alfred Cortot. Et l'objectif, c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale, de faire connaître les musiciens classiques français. Oui, c'était une belle entreprise. Alors, c'est vrai qu'il côtoyait Samson François et plein de musiciens, de pianistes, voilà, il a maintenu ça toute sa vie. J'ai mis les pieds 2 ou 3 fois, mais moi j'ai pas fait d'études musicales. Donc. Oui, mais justement, pourquoi vous auriez dû normalement peut-être suivre le cursus et entrer à l'école normale de musique ? On m'a jamais insisté à faire de la musique, en fin de compte. Moi j'aime bien les fleurs sauvages, donc j'ai poussé comme j'ai pu entre 2 pierres, Oui. sans jeu de mots, et voilà. Donc j'étais pas. Mes parents m'ont pas poussé à faire de la musique. Ils avaient une carrière à s'occuper pour eux, et ils s'occupaient un peu moins de la nôtre éventuelle. Oui. Et donc je regrette rien du tout de ça. Parce que en plus, dans ce grand échiquier, Jacques Chancel pose la question à Pierre Petit, mais est-ce que votre fils fait de la musique classique ? Et Pierre Petit répond, il fera ce qu'il voudra. C'est ça. Ça l'arrangeait bien. Ça l'arrangeait bien. À mon avis, ça l'arrangeait bien. Mais j'avais de très bons rapports musicaux avec lui. Oui. Mais voilà, il m'a dit un jour, mais c'est pas la peine que tu fasses de l'harmonie, tu l'as. Voilà. Alors donc du coup ça m'a dédouané. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'instinctif dans la musique, dans les gènes. C'est-à-dire que c'est difficile de rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas moi j'ai grandi, mon liquide amniotique quand j'étais petit, c'était la musique, c'était ma mère à l'opéra, et c'était mon père, ils ont pas resté très longtemps ensemble, surtout ma mère et l'opéra, et la fosse d'orchestre, et les musiciens qui passaient à la maison, et l'accompagnatrice qui venait tous les matins faire travailler sa voix et le répertoire à ma mère. Donc j'ai été nourri des harmonies de Puccini, de Verdi, de Mozart, de tout cet opéra italien et pas que. Et je pense que je restitue ça à mon petit niveau depuis 40-50 ans maintenant. Il faut mettre aussi à l'actif de Pierre Petit, votre père, Romain Didier, qui a été responsable de la création musicale à la télévision de 60 à 75, c'est-à-dire une époque où il y avait des émissions de musique classique qui touchaient un large public. Ça nous manque aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que moi, dans les années 70, il faisait ces émissions Presto ou Contrut, ou voilà aussi, qui passaient. Il avait des émissions de télévision. Oui, tout à fait. Où il faisait de la vulgarisation, voilà, avec d'excellents musiciens qui passaient le voir dans son émission. Oui, enfin, il a œuvré aussi un peu pour ça, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la musique classique fait partie des choses qui sont peut-être un peu plus négligées aujourd'hui que dans ces années-là. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Ça me semble être malheureusement un peu le sens de l'histoire. Mais je dois reconnaître que votre père, Pierre Petit, avait beaucoup d'humour. On se croisait au Figaro, où j'avais à l'époque une chronique quotidienne. Et il ne passait jamais sans raconter une histoire drôle qu'on ne pourrait même pas évoquer aujourd'hui. Ça, il m'a fait une fois le coup dans un ascenseur de la maison de la radio. Il commençait à me raconter ça, il y avait des gens qui rentraient et moi je savais plus où me mettre, j'étais rouge comme une pivoine.
Oui, il avait comme ça des jeux un peu pervers, on va dire. Exactement. Alors, si vous vous appelez Romain, c'est pas par hasard, Romain Didier. Parce que je suis né à Rome et que donc je suis né pendant le séjour de mon père à la Villa Médicis. Oui. Il était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, la Villa Médicis? Il était invité? Non, moi, Il était en résidence. Il était en résidence. Oui. Quand on gagne ce prix de Rome qui n'existe plus maintenant, en tout cas sous cette forme-là, quand on gagne le prix de Rome, on a la chance de vivre pendant 3 ans et quelques mois à la Villa Médicis. Donc, moi, je suis né pendant ce séjour-là. Le fils aîné, mon frère aîné, lui, il est né en 47, mais en fait, ils ont voulu que ma mère accouche en France. Je sais pas pourquoi. Moi, ils ont pas pris ça. Donc moi, j'ai eu la particularité de naître à Rome. Mais c'est vrai que la Villa Médicis, c'est Marguerite Monod qui avait été grande pianiste classique, qui avait été invitée. Elle a refusé. Elle a dit j'en ai marre du classique, je me lance dans les variétés, et elle a composé toutes les grandes chansons d'Édith Piaf. Ben oui. C'est une autre voix. Je pense qu'il y avait certains musiciens qui avaient cette chance merveilleuse de jongler un peu sur les deux tableaux, parce que c'est servir la musique savante, on va dire comme ça, brièvement, servir la musique savante, c'est formidable, mais il y a aussi cette musique populaire qui est à côté, et quand on voit les Michel Legrand, quand on voit les Delru, quand on voit tous ces compositeurs qui sont aussi intéressés à cette partie-là, voilà, c'est des beaux parcours. Et il se trouve que vous avez ensuite grandi en France, à Paris. Oui, j'ai grandi à Paris. Vous n'avez aucun souvenir de la Villa Médicis? Non, les souvenirs, c'est... j'ai pas de souvenirs, parce que je suis parti, j'avais 3 ans, et je suis retourné après avec mon père, donc là, du coup... on sait jamais très bien dans ces cas-là, quand le temps passe, si c'est des souvenirs qu'on a vraiment ou si c'est des souvenirs qu'on nous a mis dans le crâne, ou qu'on a fantasmé un peu. En tout cas, pour être retourné, je vois bien les jardins de la villa, je vois bien la villa et je vois bien les dépendances qu'il y avait à l'intérieur. Oui, avec des écrivains qui hurlaient en permanence parce qu'il y avait trop de bruit dans les rues voisines et ça les empêchait d'écrire, paraît-il. Oui, c'est un peu délicat, tous ces gens. Alors, il se trouve aussi que vous avez un autre souvenir, c'est la mort de votre mère en scène tous les soirs, et que ça vous a presque traumatisé, Romain Didier, dans la Tosca. Si c'était que dans la Tosca, mais c'est-à-dire que quand on chante les rôles, souvent les rôles titres, enfin de l'opéra, on meurt beaucoup, quoi. Donc ma mère, elle se jetait du château Saint-Ange dans la Tosca, elle mourait au bûcher dans le Faust de Gounod en chantant Ange pur, ange radieux. Elle mourait poignardée comme Desdémone dans Othello. Elle mourait et le pire pour moi, je trouve, parce que la musique se prêtait tellement à ça, c'était la bohème, quoi. C'était la mort de Mimi dans la musique de Puccini, c'est une merveille. Et donc, forcément, à 5-6 ans, quand le plafonnier se rallumait, donc à l'époque, on jouait de la bohème, on le jouait à l'opéra comique, on ne jouait pas à l'opéra. Donc, quand je fonçais voir, comme on me connaissait bien, avec mon frère, pareil, on fonçait quand même dans les loges pour voir, on était rassurés après. Voilà. Et vous alliez à l'opéra à 5 ans ou à 6 ans, ça forme un esprit, ça aussi. Oui, ça forme. Oui, je pense que ça forme et ça banalise. C'est-à-dire que la musique, c'est normal que ça se fasse à plusieurs, quoi. Alors, il se trouve aussi que vous avez appris la musique tout seul, les harmonies, vous avez vraiment tout appris, lire la musique, écrire la musique tout seul. Écrire, je lis avec beaucoup de difficultés, donc j'écris, il ne faut pas que je me trompe. Mais en même temps, vous écoutiez la radio et c'est presque en écoutant la radio que vous recopiez une chanson sur le piano. Ah bah oui, très vite j'ai développé le fait d'entendre quelque chose et de le jouer. Et puis vous avez commencé dans les pianos-bars comme beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce qu'il fallait gagner sa vie, Romain Didier? Parce qu'il faut gagner sa vie et alors c'est du piano-bar, c'est ensuite dans des cabarets, accompagné avec les quelques outils musicaux que j'avais sous les doigts, j'accompagnais des chanteurs et puis après les rencontres, les fils qu'on a, le bon fil qu'on tire de temps en temps et qui amène autre part, et voilà. Mais l'école du piano-bar, effectivement, De Funès en a beaucoup parlé. Vous savez qu'il a fait du piano-bar pendant des années, et son premier engagement, il a fait croire qu'il sortait du conservatoire, ce qui était absolument faux, mais ça a marché. C'est vrai que l'école du piano-bar, c'est la plus belle, parce qu'on joue pendant des heures devant un public qui ne vous écoute absolument pas. C'est ça, donc on peut faire des gammes, on peut peaufiner des trucs.
Et puis après, quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, d'un seul coup, on est content parce qu'on joue pour lui. Voilà. Et puis ça fait aussi progresser la reconnaissance. Et vous jouiez Brel, Aznavour, Brassens, Trenet. Je faisais du piano-bar avec la chanson française, oui. Alors, forcément quelques standards aussi qui sont merveilleux. Mais c'était beaucoup la chanson française. Et Trenet, justement, vous avez un souvenir lié à cette chanson. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Car vous avez accompagné au piano Charles Trenet dans le piano de la plage, je crois. Je ne l'ai pas accompagné, je l'ai joué devant lui. Oui. J'étais, pour faire vite, c'était un anniversaire de Charles Trenet, je ne sais plus à quelle année c'était, vous me dites, je ne sais plus en quelle année c'était. Oui. En tout cas, c'est pas grave. Et on me dit, c'est Antenne 2, et moi je me disais, anniversaire de Trenet, ça va être un grand studio, il va y avoir le piano à queue et tout ça, et on va me demander de chanter, je trouve c'est une chanson de pianiste, la chanson de piano de la plage, je prépare ça. J'arrive dans le studio, et là c'est un petit studio, avec un piano à queue, un tabouret de pianiste, un double, et Charles Trenet assis à côté de moi. Et là, j'accompagne d'abord Moustaki au pied levé, qui chante « Revoir Paris », un petit... j'accompagne ça au pied levé, et ensuite je lui chante le piano de la plage. J'ai la vidéo de ça. Oui. Je vois Charles Trenet à côté de moi, me regardant, souriant, fredonnant avec moi, je chantais la chanson, et moi... comme un jeune homme, je trouvais ça à la limite formidable, mais ça voilà, je retrouve ça avec beaucoup d'émotion 40 ans après. Exactement. Ce sont des chansons qui n'ont pas pris une ride comme vous. Alors, autre date importante dans votre parcours, le 16 juillet 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Romain Didier. Nous parlerons tout à l'heure de La Buée et des Miroirs, votre nouvel album. Et puis, on évoque votre parcours, on a évoqué vos débuts. 16 juillet 1981, une émission de télévision au cours de laquelle vous allez non pas chanter, mais assister sur un bateau-mouche à quelqu'un qui interprète cette chanson. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tombent. Vous êtes sur un bateau-mouche à côté de Francis Lemarque, vous vous souvenez ? Et vous le regardez et il chante à Paris en playback. Et alors par contre, je me souviens mais je ne sais plus dans quelles conditions c'était, si c'était... parce que c'était une émission, Aujourd'hui Madame. Francis Lemarque est invité et vous êtes là et on passe ce reportage. Alors cette chanson à Paris, elle a une histoire. En fait, Yves Montand cherchait un auteur. Prévert connaît Lemarque. Ils se sont connus au Café Flore et il présente Francis Lemarque à Yves Montand chez lui à Neuilly. Et c'est là où Yves Montand va dire mais c'est génial, je veux que vous me réserviez désormais toutes vos chansons. Et c'est comme ça que Francis Lemarque a débuté. Ben oui, moi, j'ai fait les premiers arrangements de Francis en 77. Exactement. C'était les productions du Rideau Rouge de Gilbert Bécaud, et c'était Gaïa Bécaud, son fils, avec qui j'avais fait des albums disco avant, parce que j'ai commencé par faire du disco. Oui. Et en fait, quand il me demande de faire les arrangements pour Francis, et c'est comme ça que j'ai rencontré, que j'ai connu Francis, et je suis resté lié à la famille, et je suis toujours lié aux enfants. Enfin, c'est vraiment depuis ce jour-là, c'est des gens qui sont très proches à mon cœur, et je me souviens de cette émission. Je me souviens dans ce reportage de balade avec lui, on se retrouve dans un bistrot, on discute, on part, voilà. Tout à fait. Et vous êtes au pied de la Tour Eiffel, et c'est là qu'il vous annonce que il veut vous proposer les orchestrations de son prochain album. Ah voilà. Car c'est vrai que c'est tout un album, c'est pas simple à orchestrer. Oui. Le premier, ça avait été en 77, et après j'en ai fait d'autres. Alors, vous parlez de Gilbert Bécaud et du Rideau Rouge, et je crois justement que vous devez vos débuts à l'équipe de Gilbert Bécaud qui vous a repéré dans les pianos-bars, je crois, Romain Didier. Alors, c'est les éditions du Rideau Rouge. C'est Nicole Croisy. C'est ma rencontre avec Nicole Croisy. Alors peut-être que c'est là où ça se mélange un peu, c'est que Patrice Mitois qui était un copain de l'époque, qui devait être à mon avis aussi copain avec Gaïa, le fils de Gilbert. Et on a décidé d'écrire des chansons. On savait pas pour qui. Si on savait. Pour les filles à l'époque, c'était Nicole Croisier. Oui. Voilà, donc on s'est dit on va écrire des chansons pour Nicole. Et puis lui, il connaissait quelqu'un qui connaissait vaguement quelqu'un, il connaissait un petit peu le machin de... Voilà, et on est remonté la filière jusqu'à Sylvain Krief qui dirigeait
les éditions de Nicole. Et puis il a entendu les maquettes. Et puis il a fait enregistrer à Nicole 2 ou 3 chansons sur un album. Et en écoutant ma voix, il m'a dit mais tu veux pas faire un disque? C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai dit oui, je veux bien. Mais c'est vrai que vous avez un point commun avec Gilbert Bécaud, qui a débuté lui aussi à Paris dans les pianos-bars. Il jouait pour 500 anciens francs, je crois, avec une petite sébille à côté où on mettait quelques pièces. Et c'est là où il a rencontré Maurice Vidalin, qui est devenu l'un de ses auteurs. Alors, donc vous débutez avec Nicole Croisille, vous faites votre premier disque, mais en même temps, vous allez être orchestrateur, car vous avez orchestré beaucoup de chansons au cours de votre carrière, pour Pierre Perret, pour Annie Cordy, Yves Duteil et beaucoup d'autres. Oui, Yves Duteil, j'ai fait un album pour... on a travaillé ensemble sur 1 ou 2 albums. Annie Cordy, j'ai écrit des chansons pour elle, mais j'ai pas fait d'orchestration. Pierre Perret, j'ai fait l'orchestration d'un album de Pierre. C'est toujours des aventures formidables. À cette époque où les studios où on allait dans les grands studios, où il y avait de l'argent qui circulait autour de la chanson et de la variété, où on enregistrait au studio Davout, au studio Ferber, et on décidait de prendre des cordes, on prenait des cordes, des cuivres, on prenait des cuivres, des chœurs, on prenait des chœurs, on restait... c'était une période quand même assez bénie pour l'enregistrement. En même temps, l'orchestration, c'est un métier très particulier. Encore une fois, vous l'avez appris en autodidacte, oui. Romain Didier. Oui. Oui, j'ai commencé pour rendre service à des copains à écrire... quand ils voulaient leur faire des petits arrangements pour des chansons qu'ils voulaient, des enregistrements à compte d'auteur, des choses comme ça. Et quand on prend des cordes, on n'a pas l'argent pour prendre autre chose qu'un quatuor à cordes. Et il n'y a rien de plus formateur que l'écriture du quatuor à cordes. L'avantage, c'est qu'il y en a que, si on fait une erreur, c'est qu'il y en a que un à corriger. C'est pas se lancer. Donc j'ai appris comme ça, comme tous les autodidactes. J'ai planté mes racines là où il y avait de l'eau. Oui. Je ne suis pas allé mettre ça n'importe où. Là où j'avais besoin, j'allais tirer ce qui m'était utile et je crois que c'est la particularité d'autodidacte. Oui. Voici quelques mois, j'ai reçu Serge Elaïc qui a fait le dictionnaire des arrangeurs. 200... C'est un métier très particulier, un métier de l'ombre aussi. Oui. Je connais des arrangeurs qui ont essayé de chanter aussi, parce que c'est vrai que c'est que dans ce sens-là, on a envie, quand on sait qu'on met de la lumière sur les gens, parce que l'orchestrateur sert un petit peu à ça, parmi d'autres, mais à mettre de la lumière sur les chansons. On rêve d'être aussi soi-même en lumière, je pense. Et d'ailleurs, vous avez enregistré votre premier album avec ce titre. À partir d'aujourd'hui, promesse, demain je commence à, c'est comme tous les matins, c'est juré, c'est promis. Alors ces chansons promesse, sur votre album, il y a un sous-titre, Les tramways de Shanghai. Oui. C'est la première chanson que j'ai écrite avec Patrice Mitois, qui a écrit tous les textes de ce premier album. Moi, j'écrivais pas du tout de texte à l'époque. Et on a fait comme ça, on était vraiment frangins d'écriture tous les deux. C'était comme je l'étais après avec d'autres auteurs, mais lui, c'est le premier avec qui j'ai eu la chance de faire ça. Et je me souviens d'accompagner le soir Nicole Croisille au Théâtre des Champs-Élysées, première partie à 2 pianos avec Graziella, qui était le pianiste, et moi j'étais les 2 pianos, et derrière, à l'entracte, le rideau s'ouvrait avec l'orchestre. Et j'avais sorti mon premier album, et je raccompagnais le technicien chez lui, comme ça. J'allume la radio et j'entends Promesse. Et il me dit ça, elle est chouette cette chanson de Lavilliers. Mais je lui ai dit non, c'est pas Lavilliers, c'est moi. Je lui aurais dit que c'était le pape, il m'aurait pas plus cru. C'est fou. Et pourquoi les tramways de Shanghai comme sous-titre ? Parce que c'est cité comme des choses comme tous ces trucs qui perdent de la valeur. Enfin voilà, donc on trouvait, je sais pas si c'est moi qui ai trouvé le titre ni le sous-titre. En tout cas, le titre c'est lui, c'est Patrice Mitois, et le sous-titre c'est peut-être parce que ça passe comme les tramways de Shanghai. Donc voilà. Alors cette pochette est très particulière, c'est une nouvelle collection et il y a une préface de Nicole Croisille et je ne sais pas si vous connaissez cette pochette, c'est presque comme une première page de journal. Oui, c'était une série qui s'appelait Paroles et musique. D'ailleurs, moi j'étais le numéro 9 ou je sais pas combien. Il y avait eu Souchon avant, il y avait d'autres. C'était comme ça. Tout vraiment chanson française. Je l'ai chez moi, ce disque.
Et il y avait une préface de Nicole Croisy. Oui. Et d'ailleurs, le premier à avoir fait une préface sur un disque, c'était Henri Salvador pour Boris Vian à l'époque. Et depuis, beaucoup ont fait ce genre. Oui. C'est une forme de parrainage. C'est ça. Alors, vous êtes devenu un artisan et vous êtes resté un artisan car vous avez déjà à l'époque travaillé en artisan, Raymond Didier. Oui, là, c'était pas l'usine. Oui. Ouais, c'est ça. C'était la manufacture, je sais pas comment on peut dire. On fait des chansons. Alors, forcément, il y a eu plusieurs périodes. Enfin, il y a la période où moi je faisais ce métier en me disant, ce qui m'intéresse, c'est de faire des tubes. Oui. Parce qu'on fait un métier public, donc on vend des disques. Donc il y a une maison de disques qui veut vendre des disques, donc il faut vendre des disques. Donc alors là, j'ai eu la chance d'avoir les tramways de Shanghai, Amnésie, l'aéroport de Fiumicino, au Julie de la Loire, des Seigneurs ou Seigneuritas, des choses qui sont passées à la radio. Et je pense peut-être après ma rencontre avec Le Prest en 85-86, je me suis dit, mais faire de la chanson, c'est aussi rencontrer les gens, c'est aussi parler de la vie, parler de soi, parler des autres. Et quand on parle des autres, on parle toujours de soi et vice-versa. Et du coup, je l'ai fait avec d'autres motivations et j'ai continué comme ça. Et dans votre répertoire, il y a quand même une chanson surprenante qu'on n'imagine pas vous voir interpréter. J'ai la grappe électrique et le vibrato qui tue. J'ai les jambes qui flageolent sur 3 accords qu'on peut plus et je chante. J'ai toujours cru que j'étais un chanteur de rock'n'roll par Romain Didier. J'étais sur scène il y a quelques jours à Venelle, à côté d'Aix-en-Provence, et je l'ai chanté. Et je la chante de temps en temps, ça m'amuse bien. Comment est née cette chanson ? Parce que le rock'n'roll, c'est pas votre univers, a priori. Non, mais en fait, quand j'ai appris ça aussi peut-être un petit peu de mon père. Mais moi, j'aime tout ce qui est bien fait. Enfin, j'essaye de bien faire les choses. Et honnêtement, tout ce qui est fait, si c'est bien fait, ça mérite d'être fait. Voilà. Et que ce soit de la musique forcément savante laquelle j'atteindrai jamais, mais de la bossa nova, que ce soit du jazz, soit du reggae, si c'est bien fait, et de la musique actuelle, j'écoute des choses que je trouve... parce que je ferai mon métier maintenant, jeune, je pense que je m'équiperai avec les mêmes machines que les jeunes maintenant. C'est formidable. Donc voilà. Eh ben justement, les jeunes, on va en parler à travers une autre date, le 28 mai 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Romain Didier. Nous évoquerons tout à l'heure votre nouvel album, La buée des miroirs, avec des chansons totalement inédites. Et on en revient à votre parcours. Alors, on a évoqué vos débuts, on a évoqué vos premiers albums, vos orchestrations. Et puis, le 28 mai 2016, c'est le jour de la création à Saint-Nazaire d'un conte musical pour solistes, chœurs d'ado et orchestre qui s'appelle Opération Belvédère. Et ça, c'est une chose exceptionnelle parce qu'il y a eu 2 soirs, je crois, à Saint-Nazaire et une création tout à fait originale. Oui, alors la naissance de tout ça, en fin de compte, dans ma tête, c'est le premier conte musical, le premier opéra pour enfants que j'ai écrit avec Le Prest, qui s'appelle Pantin-Pantine. Oui, qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier conte musical que j'ai fait. J'en ai écrit un autre avec Loïc Lantoine quelques années après pour fêter les 10 ans de ce Pantin-Pantine. Et j'ai fait la maîtrise de la Loire, qui est une maîtrise magnifique, qui est à Montbrison, où ils avaient déjà fait pas mal de créations. J'ai fait des choses pour eux, ils m'avaient demandé. Voilà. Et là, ils m'ont fait la commande d'un truc pour leur maîtrise. Et donc, j'ai écrit avec un auteur qui s'appelle Gilles Chauvet, qu'on va retrouver plus tard. Gilles Chauvet, on a écrit un premier conte musical, et ensuite, un deuxième, c'était Opération Belvédère. Et ensuite, on a écrit 5 ou 6 ou 7 autres. Et ça, c'est un métier très particulier, parce que ce sont des contes musicaux qui sont joués 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bah oui, mais moi, c'est mon travail. Là, c'est mon travail d'artisan, c'est-à-dire c'est un conservatoire ou c'est une école qui me fait la commande, ou c'est l'État à travers qui me fait la commande. Et là, je suis un ébéniste ou un menuisier qui me demande de faire une armoire. Je fais une armoire. Je suis payé pour faire mon armoire. Et je fais la plus belle armoire possible. Mais c'est un travail très particulier. En plus, pour les jeunes, pour des chœurs et des jeunes, c'est pas toujours évident, Romain Didier. Bah oui, mais ça crée alors aussi, ça fait des rencontres formidables. Ça sert les enfants qui montent sur scène autour d'un projet comme celui-là.
J'en rencontre de temps en temps, 10 ans après, 15 ans après, ils s'en souviennent encore, et ça fait partie des plus beaux jours de leur vie. Parce que ils sont sur scène, parce qu'ils jouent quelque chose d'original, parce qu'ils sont contents, et puis voilà. Donc j'aime tout ça. On se souvient de Francis Lemarque et des chansons comme Le Petit Cordonnier qui sont aujourd'hui enseignées dans les écoles, mais là aussi la composition pour les enfants est très particulière. On ne travaille pas de la même manière que pour un adulte, Romain Didier. Moi, je pense que les enfants peuvent entendre beaucoup plus de choses qu'on imagine, qu'on leur met. Et musicalement, je pense à Pantin Pantine, qui est pas facile à chanter du tout, par exemple, et ils y arrivaient très bien. Je pense que voilà, l'exigence, c'est aussi leur demander de sauter un peu plus haut que là où ils ont l'habitude de sauter, comme le saut en hauteur, quoi. Voilà. Alors, j'en reviens à Opération Belvédère. Donc, il y avait une centaine d'élèves de plusieurs écoles de la ville. Et au départ, l'idée, c'était une bouteille à la mer version 2016, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas un papier, mais il y avait un email. Oui, c'était il faut trouver pour faire ça aussi. Mais ça, j'ai retrouvé ça à chaque fois qu'on a fait des contes musicaux pour des jeunes, et c'est pas facile de plus en plus de trouver l'angle d'attaque pour intéresser, pour emballer des ados. Il nous échappe de plus en plus. Plus je prends de l'âge, plus j'ai l'impression que les ados nous échappent parce qu'ils sont d'intérêts complètement différents. Donc voilà, je trouvais à chaque fois formidable cette façon d'aborder le problème de la communication et de cette nouvelle communication qu'on subit ou qu'on pratique tous. Voilà, mais en même temps, ce sont des contes qui sont chantés en direct. Il n'y a aucune trace sur Internet, il n'y a aucune image au-delà des images personnelles faites par la famille. Alors parce que, en fin de compte, avec ce Gilles Chauvet en question, avec qui j'ai écrit une dizaine de contes musicaux, avec Le Prest, avec qui j'ai fait En dehors de Pantin Pantine, ou Pascal Mathieu, qui est décédé il n'y a pas longtemps, cet auteur merveilleux, un Pinocchio court toujours, qui était une revisite du Pinocchio de Collodi, ou plus près de Collodi d'ailleurs. Effectivement, ça part un petit peu comme ça, et j'avais dans l'esprit, je pense que je vais le faire un jour, de faire l'intégrale. Ça fait quand même 200, 300 chansons. Quand même. Si jamais on les laisse comme ça, elles sont perdues. Voilà, et il faut trouver une chorale pour les enregistrer. Ou alors un ensemble vocal et un piano, mais même s'il n'y a plus les orchestrations, faire vivre les chansons, parce qu'il y en a qui sont... voilà. Mais c'est frustrant de faire des chansons pour 2 soirs. Oui, est-ce que la vie d'une chanson, c'est pas ça, c'est pas toucher en direct le cœur des gens, ça y va pas. En même temps, ces contes musicaux, c'est une façon de sauver un patrimoine et de mettre en valeur une ville. Saint-Nazaire, par exemple, est mis en valeur à travers ce conte musical, Romain Didier. Oui. C'est plein d'aventures, enfin voilà, et puis on rencontre, alors quand on va chanter son spectacle, on rencontre un public qui est content, qui vient, qui est acquis ou qui découvre, c'est merveilleux. Quand on va comme ça s'implanter un petit peu dans une ville, on rencontre des gens formidables, des chefs de chœur, des musiciens, des profs, des incises, des salles, d'un seul coup des émotions, des enthousiasmes. J'ai une chance, enfin vraiment, à chaque fois je me réveille, je me dis j'ai une chance inouïe de faire ce métier, quoi. C'est fabuleux. Alors justement, Pantin Pantine que vous évoquiez, on va en écouter un extrait. Bal des vélos cassés dans Pantin Pantine que vous avez signé donc avec Alain Leprest. Là aussi, c'est une aventure tout à fait insolite. Ouais. C'est Gérard Lefebvre qui dirigeait qui était bassoniste solo à l'Orchestre de Lyon, qui dirigeait le Conservatoire de Bourgoin-Jallieu, qu'il avait créé un petit peu. Où sont nés d'ailleurs Frédéric Dard et Guy Savoie, à Bourgoin-Jallieu. Exactement. Donc on n'y fait pas que du rugby à Bourgoin-Jallieu. Et donc résidence là-bas, et il nous demande un opéra pour enfants. Donc je demande à Leprest, je travaillais beaucoup avec lui à l'époque, de faire ça. Alors voilà, ce truc-là qui a eu la chance d'être enregistré, parce que
Après, c'est comme le Pinocchio de tout à l'heure que j'évoquais, il a été enregistré avec Pierre Perret dans le rôle, machin, tout ça, avec plein de gens. Mais Pantin-Pantine a été enregistré, et très bien enregistré. Avec Jean-Louis Trintignant comme récitant. Et c'est ça, la première étape, c'est l'enregistrement, et ensuite, on a fait l'enregistrement, et on se rend compte, le presse se rend compte que les chansons, on se rend compte tous qu'il faut faire un lien. Donc il écrit dans la nuit le lien entre toutes les chansons. Trintignant accepte de venir faire ça, et je me souviens de la séance d'enregistrement où on s'était dit, alors les seules remarques à Trintignant, c'est le presse qui les fait à travers dans le studio, et pour pas qu'il y ait des informations différentes et que ce soit. Et le travail d'équilibriste et de l'humilité de Trintignant, disant mais oui, je vais le faire plus comme ça, comme tu veux. C'était un moment de pur délice. Et c'est vrai que c'est un classique aussi, Pantin-Pantine, qu'on reprend aujourd'hui régulièrement. Jusqu'au Canada, on joue Pantin-Pantine. Oui, ça a été joué, ça a été repris. Et Frédéric Brun, qui est l'éditeur et le producteur du disque, qui est parti dans l'aventure et tout ça, et qui était le fils de Jean Dréjac, avec qui j'ai fait d'autres projets pour Jean et avec Jean aussi après. Voilà, c'est lui c'est une chance inouïe qu'il ait suivi ce projet, et ça continue, et il continue à le faire rééditer, le disque continue à exister, il se bat avec. Et le point de départ de l'idée, je crois que c'est la mort de Coluche. C'est ça, oui. Alors c'est une histoire un peu bête, mais au départ, les Pantin-Pantine, il y avait là-dedans il y a une chanson qui s'appelle Adieu Pantin, parce qu'au départ c'était Ciao Pantin. C'est-à-dire que c'était, en fin de compte, qu'est-ce que laisse quelqu'un quand il s'en va, quand il disparaît, l'accident de moto, l'accident de vélo, le petit vélo cassé, c'est un gamin qui meurt et qui avait une belle parole et qui laisse la parole, et les enfants autour la fructifient. Enfin, ils se battent un peu pour y arriver. C'est un peu l'image. Et je pense que les ayants droit de Coluche ont dit, si jamais vous montez ça, on attaque. Oui. Donc ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Alors et donc on a changé. Ils avaient plus un truc de clown sur le nez. Rouge, oui. Voilà. Et plus aucune référence à Coluche. Et en fin de compte, ça n'a pas desservi l'œuf, puisque ça continue à être joué. Voilà. Et vous continuez, vous aussi, malgré une chanson que vous avez interprétée, dont le titre ne vous correspond pas. Je t'aime, enfile ses chaussons, l'amour jette ses paillassons. Et la tête tourne soudain à relire le papier peint où mille fois les chasseurs tuent. La retraite, c'est pas du tout pour vous, Romain Guillet. Non, en fait, c'est-à-dire que je me dis toujours, comme j'ai pas le jardin, je trouve ça joli, mais de là à m'en occuper, c'est pas facile. La philatélie, pas trop. La pêche, j'ai rien contre, mais je comprends pas. Donc, la musique a toujours été pour moi une façon extraordinaire de gagner ma vie, et aussi c'est mon hobby, quoi. Donc, je continue mon hobby. Et cette retraite, je l'ai choisie parce que vous l'avez interprétée le 4 septembre 2021 à la Maison de la Culture de Venelle, qui a été baptisée Maison de la Culture Alain Leprest. C'est ça. Et je chantais ce 7 juin dernier à Venelle, justement. Il fêtait les 30 ans, et il y a eu la remise d'un portrait de Leprest. Donc j'étais très, très proche de Leprest il y a quelques jours. Voilà. Mais c'est fou, parce que moi j'ai interviewé une ou deux fois Alain Leprest de façon très gentille, parce que c'était quelqu'un de très doux. Et je crois qu'il est presque plus connu depuis son départ que de son vivant. Oui, il s'appelait, lui, le chanteur le plus connu des chanteurs méconnus. Il était... tout le monde savait, tout le métier savait que c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Tout le monde le savait. Et quand Didier Pascalis, son producteur à l'époque, avait décidé de faire des albums où moi au piano je recevais les gens, j'ai reçu Adamo, Higelin, Fugain, Hervé Villard, de son vivant. Les gens venaient, Leprest était là, et les gens venaient chanter Alain Leprest. Tout le monde savait que c'était. Quand on a fait un Bataclan où Lisa Fernandez, tout le monde est venu chanter Leprest là.
pour un chanteur méconnu du grand public, c'est incroyable. L'album symphonique qu'on a commencé à faire du vivant de Leprest, on l'a terminé en 2011, après sa mort. Mais c'est pareil, enfin, il n'était pas connu du grand public, mais tout le monde savait dans ce métier que c'était le plus grand. Mais comment expliquer justement, est-ce que c'est sa discrétion, est-ce que c'est sa vie particulière pour qu'on ne le connaisse pas à sa juste démesure? Je pense que c'est l'époque qui veut ça. Je pense que c'est l'époque qui veut ça. Et je pense que Leprest était un peu fâché avec la musique, c'est-à-dire que la musique était, il la sentait terriblement, mais c'était quand même un mal nécessaire à la chanson, quoi. C'est-à-dire que il aurait eu le même feeling musical que Gainsbourg, que Brel, que tous ces gens qui portaient des textes magnifiques et enthousiasmants, et voilà. Ce que Leprest avait, cette fougue-là, il fallait le voir sur scène, quoi. Sur scène, c'était terrassant. Sur disque, et j'ai fait beaucoup des arrangements de Leprest, j'ai cherché plein de formules, j'ai fait plein d'albums. C'est compliqué parce que maintenant faire découvrir à un jeune Alain Leprest par disque, c'est pas facile. Non. Alors, en tout cas, vous continuez avec votre enthousiasme habituel et on va évoquer cet album sorti le 1er mai 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Romain Didier. On a évoqué votre passé, toutes les chansons que vous avez réalisées, notamment avec Alain Leprest, vos opéras pour enfants. Et puis, 1er mai 2026, un nouvel album qui s'appelle La buée des miroirs. C'est justement le titre de l'une des chansons. J'ai gravé sur des bancs à la lame des canifs des cœurs des initiales. Sous les couches de peinture, les veines sont à vif, elles cicatrisent mal. Dans la rosée des larmes, la brume des soupirs, la laine des baisers. La buée des miroirs, c'est vrai que c'est un titre étrange. Oui, c'est un titre étrange. C'est-à-dire que, après, quand on se regarde dans le côté flou, miroir comme ça, la buée commence à s'en aller, et puis la silhouette revient. Moi, ça évoque tout ce qu'on a en mémoire, tout ce qui puis on arrive à quelque chose de net, et puis voilà. Mais c'est votre côté flou chantant en quelque sorte. C'est le côté flou chantant, oui. Alors c'est vrai que c'est le premier album depuis 4 ans. C'est-à-dire que vous avez mis, il fut un temps où vous aviez un album tous les ans, et là il a fallu attendre 4 ans pour ce nouvel album, Romain Didier. Mais c'est mieux que le précédent où j'ai attendu 10 ans. Oui. Entre De loin on aurait cru des oies qui est sorti en 2011 et l'album Souviens-moi qui a suivi, vous avez la gentillesse de m'inviter, il s'est passé 9 ou 10 ans, mais c'est parce que je fais beaucoup de choses à côté de ça, et que de temps en temps il faut que je me rappelle que je suis un chanteur qui fait des chansons et je suis un auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et donc j'ai décidé de resserrer un petit peu et de pas attendre encore. Par contre, je fais de la musique pratiquement où j'orchestre, où j'écris toute la journée. Je fais de la musique pratiquement tout le temps. Mais le texte, non. La musique, l'outil reste affûté. Et écrire les textes en chanson, qui est un format quand même très particulier, et là il faut remettre le muscle d'athlète en route, et moi c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus lent que ça. Donc pour faire cet album, si je voulais le faire assez vite, il fallait que je m'entoure d'auteurs. Et justement, on en revient à ce qui s'est passé à Saint-Nazaire. Vous avez travaillé avec Gilles Chauvet, oui, qui est un guitariste au départ, qui a écrit beaucoup d'albums. Je crois qu'il a même fait un album produit par le Crédit Agricole. Oui. C'est assez étonnant. Et vous êtes retrouvés pour cet album. On s'est retrouvés, d'abord, on s'est connus autour d'une commande, je citais tout à l'heure, une commande de la maîtrise de la Loire. Après, sur un projet où je l'ai fait écrire pour un truc pour un grand festival de chorale. Voilà. On s'est retrouvés, il a écrit beaucoup, on a écrit des contes, et j'aime beaucoup son écriture, et à chaque fois, c'est un auteur avec qui il est facile d'écrire, parce que pas plus que pour moi, les notes, les mots, on peut les changer, ça le dérange pas. Et voilà, donc il tient pas forcément on peut évoluer, on peut échanger.
Et on écrit vite. Et puis si on n'est pas content, on laisse, on en fait une autre. Enfin, c'est simple. Voilà. Vous avez fait ensemble des opéras en Moselle, en Lorraine, au Havre, un peu partout. Oui, oui. Et il y a même une chanson dans cet album qui évoque ces opéras. C'est peut-être la seule. Rien, il ne faut plus rien. Abandonne la pensée qui vient. Laisse-la sur le bord du chemin. Comme un chant grégorien. C'est Mademoiselle le Moselle, je crois. Ça, c'est peut-être la seule chanson des opéras qui est enregistrée. C'est ça. Je trouve qu'elle finissait bien l'album, et puis j'aime beaucoup cette chanson, j'aime bien ce qu'elle raconte, j'aime bien cette recherche de la ligne droite, du simple, et puis faire une chanson sur une note. Ça me plaisait bien, mais voilà, je suis sensible à un auteur. Pour moi, il faut qu'il mette dans ma bouche ce que j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé le dire comme ça, quoi. C'est ça. Et puis ça me touche, et j'avoue qu'avec Gilles, c'est réussi à chaque fois. Oui, c'est une complémentarité. Oui. En plus, Mademoiselle Moselle, on a un peu oublié qu'en Moselle est né le lièvre de Pâques, le lapin de Pâques, qui est une tradition pour les enfants. Eh bien, au départ, c'était un lièvre dans la tradition de la Moselle. Et c'est devenu un lapin plus dans toute la France ensuite. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que il faut justement rebondir sans arrêt. Que ce soit pour un opéra ou des chansons avec Gilles Chauvet, il faut rebondir en permanence. Oui, oui, il faut rebondir, c'est-à-dire qu'il faut. Après, c'est compliqué de faire je pense que c'est difficile. Ça pourrait être difficile pour un auteur de mettre des mots pour un chanteur qui existe déjà depuis pas mal d'années, pour qu'il soit pas redondant. Et pour moi, ça a amené. Oui, donc c'était de discuter. Puis il me connaît assez bien maintenant, et je pense qu'il a. Oui, il faut rebondir, il faut être vivant. Voilà. Surtout, on ne le sait pas assez, Romain Didier, vous avez fait beaucoup de chansons, beaucoup d'albums. Vous êtes un des compositeurs les plus prolifiques, même si on ne le sait pas toujours. À force, on a sorti EPM a sorti un coffret avec toutes mes chansons enregistrées. Donc ça en fait pas mal quand même, oui. Mais ça pour moi, et puis si je rajoute celles que j'ai faites pour d'autres, et les contes musicaux, et ça fait beaucoup de chansons. Oui. Ouais. Mais à chaque fois, il faut se renouveler musicalement. Oui, alors oui. Ça vient tout seul ou il faut chercher? Pour moi, j'ai un contact très sensuel avec le texte. C'est-à-dire que une chanson, je l'écris en 5 minutes, la musique. Directement. Ah bah oui, c'est-à-dire que je mets le texte, et alors c'est pas forcément les 5 premières minutes qui vont être bonnes, mais au bout de 5 minutes, si je commence à chercher, à bafouiller, il faut que j'aille faire autre chose. Et je me remets et voilà, et ça vient. Après, je peux peaufiner, arranger un peu, mais moi je fais comme ça. C'est un travail de sprint. L'orchestration, c'est un marathon. Mais moi, je connais Yves Gilbert, le compositeur de Serge Lama. Lui aussi, il donne un texte et la musique naît immédiatement. Ah bah oui, Napoléon, il avait oublié qu'il devait rendre le texte, les musiques, et en 2 jours, il a composé totalement les musiques de Napoléon. Oui, mais honnêtement, ça m'étonne pas. Parce que le texte, l'émotion, alors après, c'est les doigts qui travaillent. Enfin, chez moi, les doigts travaillent tout seuls. En même temps, vous êtes un mélodiste. Et aujourd'hui, beaucoup disent on ne fait plus des mélodies, mais on fait des sons. Oui. Oui, enfin, oui, bien, oui. Alors on fait de moins en moins d'harmonie. Oui. Donc, moi, j'écris ce que je fais d'abord. J'écris d'abord les harmonies, c'est-à-dire que je suis sensible aux suites harmoniques. Et sur la suite harmonique, la mélodie naît. Ce qui fait que, comme beaucoup de chansons de pianistes, elles sont difficilement chantables a cappella. C'est-à-dire que si c'est pas sous-tendu, si ça n'appuie pas sur un matelas harmonique, c'est un peu difficile. Le guitariste a plus de chance pour ça souvent, parce que c'est les quelques accords. Le piano, il y a toujours des trucs, des machins, et puis plus on joue de piano, plus on prend le petit scalpel le plus fin. Oui. Donc voilà, plus ça devient compliqué.
Mais c'est vrai que les mélodies, c'est quand même c'est quand même important, non, plus que des sons. Oui, c'est pas inquiétant qu'il y ait plus de sons que de mélodies aujourd'hui. Alors, il y a des choses tellement plus inquiétantes sur Terre ces temps-ci. Oui. Mais je crois que c'est comme ça, quoi. Et puis dans votre album, Romain Didier, il y a quand même un duo inattendu et heureux. Je t'aime toi, Tu m'aimes moi, on s'aime nous beaucoup. on sait pas, Pourquoi ça match autant, c'est chou. D'Apocalypse en Calypso avec Isabelle Mayero. Et c'est vrai que Isabelle Mayero, bon, elle a écrit quelques chansons pour Marie-Paul Bell, mais elle se faisait rare ces derniers temps. Bah oui, alors à chaque fois que je la vois, je lui dis, faut que tu fasses un album, je lui dis, faut que tu fasses un album. Et quand j'ai écrit, quand j'ai eu l'idée de faire un album, j'ai téléphoné à Isabelle en lui disant, écoute, je te mets pas de pression, Isabelle, mais si jamais tu as un texte que je vais faire un nouvel album et j'aurai pas le temps d'écrire. Elle m'a dit, avec sa petite voix, elle m'a dit, oui, d'accord. Et puis, on s'est rencontrés pour une mauvaise occasion, malheureusement, c'était pour le décès de Jean Guidoni, il y a quelque temps. On s'est retrouvés, et là, on était boire un verre, ou je sais plus, puis elle m'a donné un texte en me disant, je trouve ça un petit peu ado, je trouve ça un petit peu ridicule, mais bon, et tout ça. Donc j'ai pris le texte, et je l'ai mis en musique le soir. Et donc j'ai dit à Isabelle, ok, mais on le fait en duo. Et elle a accepté. Et elle a accepté. Et là, je la travaille au corps, si je peux, pour qu'elle fasse un album. C'est fou, elle a commencé sa carrière, elle a envoyé une cassette au disque AZ dont le directeur artistique était Jacques Bedos, qui a écouté et qui a dit oui. On peut plus imaginer ça aujourd'hui, Romain Didier. C'est sûr. C'est autre chose. Mais la particularité d'Isabelle, c'est que elle joue de la guitare, elle joue bien de la guitare, elle chante bien, elle a une voix de chanteuse de blues discrète. On entend toute la bouche quand elle chante, c'est comme ça. Et pour moi, c'est comme Philippe Lafontaine à l'époque, c'est quelqu'un, on peut lui mettre un micro et brancher une guitare, elle peut faire un album. Ça swing, c'est joliment chanté, la voix est formidable. Je comprends pas qu'elle en fasse pas plus, quoi. Écoutez, formons le vœu qu'elle vous écoute. Et en attendant, évoquons cet album avec une autre chanson, Brocante. L'esprit frappeur l'a-t-il laissé de marbre ce guéridon et son dessus en marbre? A-t-il valsé à travers le salon? Qui a posé dans cette armoire normande ces quelques brins d'un bouquet de lavande? Cette chanson évoque les 33 tours, les 45 tours, les vinyles, de nouveau à la mode aujourd'hui, qu'on trouve dans les brocantes. Oui, je pense qu'il y a un retour. On a tous la nostalgie de quelque chose, hein, ou du temps passé, ou d'un voilà. Et moi, c'est vrai que les brocantes, je peux pas voir un objet sans imaginer quelle a été sa vie, quoi. Parce que on trouve joli un chandelier, on joue un truc, et je trouve que le texte de Gilles est très évocateur là-dessus. Qui s'est assis sur ce fauteuil, a fumé une Cravenne A, on imagine le petit plateau en marbre, le violon, qui est là, mais il a été joué. Ça me touche beaucoup. Et ce qui nous touche aussi, c'est cette chanson « Laissez une trace ». Faites-moi penser, de pas oublier, de laisser une trace. Donnez mon blase à un gymnase, à une impasse, à un sentier, une cuvée, pas dégueulasse, à un insecte, une comète, une plante grasse, à un virus, à un autobus, voire à un schlass, une friandise, Vous avez envie de laisser une trace, Romain Didier? Honnêtement, j'y pense pas. J'y pense juste quand on écrit cette chanson-là. Oui. Pour moi, la chanson, elle est utile en temps. C'est une époque où on écoute, où on écoute des podcasts, où on a des CD, où on est vinyle et machin. Mais pour moi, la chanson, elle est faite pour aller de la bouche à l'oreille de quelqu'un en temps réel, quoi. Oui. Donc, si des gens chantent des chansons,
j'imagine pas que les gens chantent mes chansons quand je serai plus là. Enfin, peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien, mais c'est pas une recherche, quoi. Pas une recherche. Mais vous imaginiez au départ, quand vous avez commencé, d'être aussi prolifique, de faire un tel parcours, Romain Didier? Honnêtement, non, on a un projet de moi, parmi tout, j'ai plein de projets là. Il faut. J'ai plein de projets là. Ça va être des trucs absolument qui vont peut-être l'objet d'une nouvelle rencontre, mais qui sont assez épatants. Notamment avec la bande dessinée, j'ai assez curieux. Et je pensais pas. On est en train on imagine d'écrire un livre autour de mon parcours, et je me disais oui, mais c'est peut-être pas très intéressant. Et puis en tirant des fils comme ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses, plein de belles expériences. Donc ça, ce sera pour notre prochaine émission, prochain rendez-vous dans les clés d'une vie. J'espère. En tout cas, en attendant, il y a cet album, La Buée des Miroirs, où vous êtes fidèle à votre tradition musicale, à votre talent. On vous remercie, et les fans qui vous aiment toujours autant, les nouvelles générations de fans, parce qu'il y en a une nouvelle génération, apprécieront cet album. Et merci Romain Didier. Merci à vous, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.